toutes et tous. Je salue bien sûr mes collègues qui sont à mes côtés et qui dans quelques instants vont prendre la parole après moi. Bien sûr, en tout premier lieu, l'auteur de la proposition de loi, Daniel Gremillet, mais aussi nos deux rapporteurs, Alain Cadec pour le titre 1, quand on a rapporté en tout cas le texte le 16 octobre dernier au Sénat, et Patrick Chauvet pour le titre 2, tous les trois bien sûr membres de la Commission des affaires économiques qui a été saisie au fond sur cette proposition de loi. Je vous remercie d'avoir répondu présents, nombreux, à notre invitation à cette conférence de presse, que vous soyez ici donc en présentiel dans cette salle de presse du Sénat, mais aussi il y a beaucoup d'inscrits, de journalistes qui sont inscrits donc en ligne, en visio, et qui vont bien sûr pouvoir réagir au fur et à mesure de l'exposé de l'ensemble de mes collègues. Moi, je vais me contenter de vous resituer un petit peu le contexte afin qu'il n'y ait pas trop de malentendus, voire de certaines désinformations, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont évolué depuis que nous avons examiné cette proposition de loi le 16 octobre dernier au Sénat, qui a été donc à la fois débattue et votée à une large majorité. Donc pourquoi cette proposition de loi? Je vous rappelle quand même brièvement le pourquoi de cette proposition de loi. Dans la loi énergie-climat de 2018, à l'initiative de Daniel Gremillet, un amendement avait été porté, donc défendu et voté, qui prévoyait que, donc, dans le Code de l'énergie, dispose qu'une loi quinquennale prévoit bien les objectifs de notre politique énergétique nationale. Ça, c'était le point de départ. Et les autres documents, qu'il s'agisse à la fois de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, mais aussi de la stratégie nationale bas carbone, étaient des documents réglementaires qui donc intervenaient et qui avaient donc par rapport à la loi quinquennale donc devaient être pris par décret, mais la loi quinquennale prévaut par rapport à ces documents réglementaires. Ne voyant rien venir au niveau du gouvernement, pas de projet de loi gouvernemental, la décision a été prise donc à la suite de très nombreux travaux menés par la Commission des affaires économiques, que ce soit la Commission elle-même, mais aussi le groupe d'études sur l'énergie qui est mené et qui est dirigé depuis plusieurs années par Daniel Gremillet. À la suite de l'ensemble de ces travaux, cette proposition de loi a été donc faite par l'auteur, Daniel Gremillet, et elle a été largement co-signée, dont l'un des principaux co-signataires n'était autre que celui qui était notre président de groupe à l'époque, Bruno Retailleau. Elle a été co-signée par 115 sénateurs, enfin à peu près 115 sénateurs, dont à l'intérieur, par exemple, le président de l'OPEX, enfin autant de sénateurs qui s'intéressent de près ou de loin à tous ces sujets sur l'énergie. Puis, donc, la proposition de loi a été inscrite ici au Sénat, je vous l'ai dit, elle a été votée donc, le 16 octobre dernier. Bon, il y a eu un laps de temps où il ne s'est rien passé, jusqu'à ce que le gouvernement prenne l'initiative d'organiser 2 débats sur l'énergie à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont eu lieu fin avril et début mai. Et dans ces 2 débats sur l'énergie, dont notre orateur principal était là encore Daniel Gremillet, le Premier ministre a annoncé un certain nombre de choses à ce moment-là. Il avait annoncé la constitution d'un groupe de travail avec le député Antoine Armand et le sénateur Daniel Gremillet, afin qu'ils puissent voir ensemble comment est-ce qu'ils pouvaient atterrir, si j'ose dire, ou en tout cas être en phase sur à la fois la programmation énergétique, mais aussi sur la question des décrets, les questions législatives et réglementaires. Le Premier ministre avait également annoncé qu'il souhaitait que cette proposition de loi puisse être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et il avait également annoncé que le fameux décret sur la PPE serait publié d'ici la fin de l'été. Donc la proposition de loi a bien été inscrite en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc là, c'était tout récemment, au mois de juin dernier. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de procédure accélérée sur ce texte de loi, ce qui est un peu inhabituel aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de textes de loi qui nous sont présentés en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule lecture, une lecture d'abord au Sénat ou à l'Assemblée nationale et vice-versa, et ensuite tout de suite une CMP. Ce n'est pas le cas sur cette proposition de loi, puisque effectivement
la procédure accélérée n'ayant pas été déclarée, lorsque le texte est arrivé à l'Assemblée nationale, il a été ô combien débattu, il a été pour une partie largement modifié par rapport à la version initiale votée ici au Sénat, et je pense que les rapporteurs y reviendront aussi parce que c'est important de resituer les choses, et il a été rejeté surtout au travers d'ajouts qui finalement n'avaient pas grand-chose à voir avec le texte initial, avec le texte de loi initial tel qu'il a été voté ici au Sénat. Celui qui a fait le plus de buzz, si j'ose dire, c'est effectivement l'amendement sur le moratoire sur les projets d'énergie éolienne et solaire. Donc, texte rejeté, il nous revient ici au Sénat, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas le texte de l'Assemblée nationale qui revient, on repart bien du texte du Sénat tel qu'il a été voté au mois d'octobre dernier. Et à ce moment-là, puisque nous sommes pas en procédure accélérée, nous sommes en seconde lecture, qui n'est pas une nouvelle lecture, qui n'est pas non plus une nouvelle délibération, et donc s'applique la fameuse règle de l'entonnoir, qui spécifie très bien que tout sujet nouveau, même ayant un lien indirect avec le texte de loi, ne peut pas être retenu. Et cette règle d'entonnoir, eh bien, elle s'applique sans qu'on puisse avoir à y redire. Et toute modification ou toute adaptation qui pourrait être portée par des amendements ne pourrait l'être que si, effectivement, d'abord sur les dispositions existantes dans le texte de loi, et ensuite qu'il y a un lien direct avec le texte donc, tel qu'il a été voté au Sénat. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça, de fait, un certain nombre d'articles additionnels n'ont pas pu être retenus et tous les amendements qui pourraient porter de nouveau des articles additionnels ne pourraient être retenus que pour autant que dans la justification des motifs de l'amendement, il est bien montré et démontré qu'il y a bien un lien direct avec le texte du Sénat. Donc, et de même que les dispositions qui ont pu être votées à l'Assemblée nationale, mais qui ne nous ont pas été transférées au Sénat, du fait que le texte a été rejeté, eh bien, ne peuvent pas figurer dans le texte dont nous allons débattre cet après-midi. C'est voilà, un petit peu de procédure législative, mais qu'il était important de rappeler par rapport au contexte actuel et par rapport à ce qu'a souhaité faire et ce qu'a fait la Commission des affaires économiques, tant la semaine dernière à travers le rapport qu'ont rendu de nouveau nos deux rapporteurs Alain Cadec et Patrick Chauvet, et ce qui sera fait cet après-midi dès que nous entamerons le débat, après que nous ayons donc à 13h30 examiné les amendements de séance au niveau de la Commission des affaires économiques. Nous avons également obtenu l'assurance, et j'ai demandé de nouveau en conférence des présidents la semaine dernière au ministre des Relations avec le Parlement si ce texte-là continuerait bien sa navette parlementaire et s'il serait bien inscrit prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui m'a été confirmé par M. Patrick Mignola. Le texte sera bien inscrit les 22 et 23 septembre à l'Assemblée nationale. Donc de nouveau discuté. Et ensuite devrait suivre une commission mixte paritaire qui devrait intervenir pour des questions d'agenda que l'on fixera avec mon homologue de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, mais ça interviendra aux alentours de la mi-octobre. Voilà, donc on en est au niveau du calendrier, au niveau de l'agenda. Je laisserai mes collègues, bien évidemment, détailler plus ce que nous avons fait de nouveau, si j'ose dire, par rapport au texte du Sénat tel qu'il a été voté au mois d'octobre dernier, tel qu'il nous revient. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les débats à l'Assemblée nationale, ils ont été ce qu'ils ont été, mais pour autant, sur un certain nombre de points, il y a eu une volonté portée par les députés de faire en sorte que sur le fond, il y ait un passage parlementaire qui puisse être possible. Et je pense plus particulièrement, et Daniel Gremillet s'y est beaucoup impliqué avec le rapporteur Antoine Armand, je pense en particulier aux deux articles principaux de la proposition de loi, l'article 3 sur la relance de la filière nucléaire et l'article 5 concernant les énergies renouvelables, puisque l'auteur et le rapporteur de l'Assemblée nationale
et que je veux dire que sur ces 2 articles, nous nous avons cranté ce que nous voulions faire ressortir, nous, ici, au Sénat, et les articles tels qu'ils ont été rédigés à l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas cela qui figure dans le texte, nous semblent tout à fait conformes à ce que nous voulions mettre dans la proposition de loi et ce que nous avions voté ici au Sénat. Je rappellerai également que notre position, elle reste claire au niveau de la Commission des affaires économiques, sans que nous ne renions sur rien. C'est-à-dire qu'on a voulu recentrer véritablement le texte sur le volet programmatique, qui nous semble le volet essentiel. Le texte était très important, fruit d'un travail de nombreuses années, sauf qu'on s'est aperçu aussi qu'il fallait ramasser le texte, si j'ose dire, si l'on voulait aussi qu'à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, dans un temps qui est toujours contraint, et craignant toujours, vous le savez bien, la possibilité d'obstruction à travers des dépôts en masse d'amendements. Donc la volonté a été de rester vraiment sur le volet programmatique, donc plus particulièrement sur le titre 1, et sur le titre 2, ce que nous avons souhaité faire, c'est garder quand même un certain nombre de points, même si nous avons voulu le ramasser, qui nous semblaient essentiels, tant au niveau de la simplification des projets nucléaires qu'au niveau également de la protection des consommateurs. Et puis vous verrez à travers ce que vont vous dire l'auteur et les rapporteurs que beaucoup de choses qui ont été introduites à l'Assemblée nationale, qui nous semblent si j'ose dire, superfétatoires, ou en tout cas possiblement sanctionnées parce qu'elles ne correspondent pas au droit de l'Union européenne ou parce qu'elles mettent dans le texte des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Je pense en particulier à la réouverture, par exemple, de la centrale de Fessenheim, mais je pense aussi à l'extension des TRVE, à la réintroduction des TRVG. Donc autant de sujets, au statut du groupe EDF, autant de sujets qui ont fait l'objet, dans le cadre du rapport fait par les rapporteurs en commission des affaires économiques, de suppression d'articles, parce que nous pensons qu'ils n'ont pas lieu de figurer, même si c'est des sujets qui peuvent être débattus par ailleurs, qu'ils n'ont pas lieu de figurer dans ce texte de loi. Voilà ce que je voulais vous dire, et vous verrez que les rapporteurs en séance ne proposeront que 6 amendements, 5 amendements rédactionnels et un amendement substantiel dont je les laisserai bien évidemment vous le présenter au regard de l'évolution et des débats qui ont lieu en particulier la semaine dernière, plus particulièrement à travers une tribune qui a été donc publiée et qui s'interrogeait sur le coût pour nos finances publiques des énergies renouvelables. Donc nous avons pris en compte un certain nombre de choses dans le respect, je vous l'ai dit, de la procédure législative qui s'impose à nous, et dans la volonté aussi que ce texte ne soit pas dénaturé et que nous ne revenions pas sur des mesures que nous avons toutes et tous, en tout cas au niveau de la majorité sénatoriale, largement votées au mois d'octobre dernier. Voilà ce que je souhaitais vous exprimer en ma qualité de présidente de la Commission des affaires économiques. Et sans plus tarder, je laisse la parole à l'auteur de la proposition de loi, Daniel Gremillet. Merci de votre présence. Je vais être très bref, compte tenu de la richesse du propos de notre président de la Commission des affaires économiques. Je ne vais pas rajouter beaucoup au-delà de son propos. Je serais tenté de dire, effectivement, l'objectif que nous avions en déposant ce texte, c'était de donner un cap énergétique à la France. Et ce que nous souhaitions, comme la loi l'exigeait, c'était effectivement que le Parlement, l'Assemblée et le Sénat puissent en débattre. Cet objectif-là, il est atteint, puisqu'effectivement, nous avons eu un débat au Sénat au mois d'octobre avec un vote clair, d'une vision claire pour le cap énergétique de la France. Et puis, nous avons eu aussi ce débat au niveau de l'Assemblée nationale avec une différence, effectivement, de débat. Et pour m'y être rendu à 2 reprises, on voit qu'il était nécessaire, effectivement, que ce sujet soit abordé dans les assemblées et qu'un décret, l'apparition de décret sans ce débat préalable et sans un vote de la loi donnerait une grande fragilité dans les choix qu'il pourrait contenir. On poursuit le chemin et je me réjouis que cette deuxième lecture se passe pratiquement une dizaine de jours après l'examen à l'Assemblée nationale. Je vais être très bref, parce que je voudrais remercier à la fois Alain Cadec, Patrick Chauvet et les 2 rapporteurs
de leurs travaux, de ce qu'ils ont fait. Et surtout, j'ai rempli la mission qui était la nôtre, pas la mienne, la nôtre, puisque ce texte il a été déposé par un nombre important de sénatrices et de sénateurs, mais aussi dans la mission qu'il nous a été confiée, Antoine Armand et moi-même, par le Premier ministre, c'était de travailler sur un cheminement. Et la deuxième lecture, et les rapporteurs vont le présenter, la présidente l'a déjà un peu évoqué, tient compte des débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, comme des débats qu'il y a eu au Sénat au mois d'octobre, mais aussi, Madame la Présidente, la semaine dernière en commission, avec un resserrement du texte, avec vraiment une volonté de donner, d'être dans le volet programmatique de cette énergie dont nous avons besoin. Et je serais tenté de dire, depuis le mois d'octobre à aujourd'hui, pour cette deuxième lecture, vous voyez, la dimension énergétique en France et à travers le monde n'a jamais été aussi pesante, pressante et stratégique. Ça prend de l'ampleur et on se rend compte effectivement que les enjeux sont absolument colossaux pour l'avenir de notre pays en termes d'indépendance, de capacité et aussi de vision pour notre futur. Je répondrai plutôt aux questions. Je vais m'arrêter là. Je voulais laisser encore une fois la place aux rapporteurs sur ce qu'ils ont intégré dans la traduction de l'écoute des débats parlementaires au Sénat et des débats parlementaires à l'Assemblée nationale pour cette deuxième lecture, avec une volonté effectivement que le texte puisse donner une assise très concrète, très forte au cap énergétique de la France, avec l'apparition d'un décret qu'on souhaite effectivement à l'issue des débats parlementaires. Bonjour à tous et à toutes. Bon, Daniel et Dominique ont tout dit, donc je vais dire le reste. Non, simplement, alors déjà tordre le cou, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, vous allez nous poser la question. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la tribune qui est parue dans le Figaro la semaine dernière et la PPL? La réponse est non, absolument pas. La PPL c'est une chose, la tribune c'en est une autre. Que les choses soient claires, il vaut mieux le dire dès le début. La PPL traite de la trajectoire, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, pour l'énergie en France dans les 20 ou 30 prochaines années. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment un choix vers l'augmentation de l'énergie nucléaire. C'est clair. Donc ça, c'est dans la tribune aussi. Hein. C'est une demande à la tribune. Par ailleurs, s'agissant du financement, des financements relatifs à l'évolution de l'énergie en France, des sources d'énergie, ça, c'est le projet de loi de finances. C'est pas la PPL Grémier. Donc, que les choses soient bien claires. Aucune contradiction entre l'un et l'autre. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, comme le disait Daniel et comme l'a dit Dominique, après la première lecture, on a évidemment observé avec intérêt ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Et non seulement on a regardé avec intérêt, mais on a gardé un certain nombre de choses que l'Assemblée nationale avait validées, avait votées dans cette nouvelle PPL, en conservant évidemment l'essentiel de la PPL du mois d'octobre 2024. Donc, c'est toujours les mêmes principes, c'est-à-dire que le grand principe, mais Daniel l'a évoqué, c'est évidemment de garantir une énergie pour le pays, et une énergie non pas aléatoire, mais une énergie pilotable. Et on sait pertinemment que la seule énergie pilotable aujourd'hui décarbonée, c'est l'énergie nucléaire, puisqu'on veut évidemment sortir de l'énergie fossile. Ça, c'est l'essentiel. Et par ailleurs, une étude globale du mix énergétique. C'est pas, on n'est pas complètement carré sur l'un ou sur l'autre. Vous verrez dans la PPL, évidemment, on propose une augmentation significative de la production d'énergie nucléaire. Mais ça n'empêche qu'on travaille aussi sur une ambition forte en direction des énergies renouvelables. Je pense à la chaleur, au biogaz, aux biocarburants, à l'hydrogène, sur lesquels on travaille aussi de manière importante. Et puis, les problèmes de la consommation d'énergie. On est très ambitieux à ce niveau-là.
Alors évidemment, tout ça, je parlais tout à l'heure de financement, tout ça c'est aussi lié au budget de l'État et à l'argent public, qui est de plus en plus rare, ça ne vous a pas échappé. Et puis, clairement, je le disais aussi tout à l'heure, on va vers une décarbonation très, très, très active. Donc voilà, on verra cet après-midi avec les différents amendements qui seront retenus. Nous en avons un certain nombre, puisque nous avons évoqué déjà, nous avons passé en commission. Tout à l'heure, nous allons évoquer les amendements de séance à 13h30. Donc voilà, je pense que l'essentiel après, elle est dans la PPL, hein, ça vous le verrez. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Chauvet. Si, oui. C'est Patrick, ouais. Ah non, c'est Patrick. Ça. Voilà. Souvent on nous reproche, ça n'a rien à voir. Hein. Souvent on nous reproche qu'on ne respecte pas toujours la parité. Je vois que chez les journalistes, c'est vrai aussi. Donc, prochaine fois, il faudra faire venir des femmes aussi. Bon, voilà. Je passe la parole maintenant à Patrick, qui va parler de cet aspect qui est très important en effet. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mais comme Madame la Présidente, mon cher Daniel et mon cher Alain ont tout dit. Non, c'est sur le ton de la plaisanterie. Je voudrais d'abord vous dire, peut-être si on prend un peu de recul et de hauteur, que cette loi était attendue parce que nous avons besoin en France de tracer un chemin en matière de stratégie de production d'énergie. Nous avons été un certain nombre par le passé à regretter, pardon de l'expression, le saucissonnage du sujet avec des lois successives. On a eu l'hydro, on a eu la loi APER, on a eu une loi sur le nucléaire, et on avait déjà à l'époque diagnostiqué que tout cela pouvait manquer de cohérence et qu'il aurait fallu une loi plus globale. Donc cette loi permet pour partie de rattraper cela. Moi je regarde les choses avec plus de pragmatisme sans doute, considérant que l'essentiel c'est d'avoir un chemin. Aucun chemin ne sera parfait, aucun chemin ne conviendra à tout le monde si on va dans le détail. Et je crois que le pragmatisme, c'est aussi de savoir se corriger au fur et à mesure. Je vais prendre un exemple, on parle beaucoup de réindustrialisation et de décarbonation de l'industrie. Si on n'a pas l'offre, si on n'a pas une stratégie en matière de production d'énergie, je crains que la décarbonation de l'industrie se fasse par la perte de l'industrie tout simplement. Donc tout est lié, c'est ce qu'on appelle l'intérêt de la nation, l'intérêt général. Et moi j'ai plaisir à servir en tous les cas dans ce sens-là. Moi je suis très attaché au mix énergétique parce que voilà, dans mon territoire on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, c'est une expression de nos aînés, et que toutes les formes de production d'énergie ont une petite opportunité, peuvent être complémentaires, à condition de savoir mettre tout cela en musique de la meilleure manière. C'est aussi une façon de répondre à l'aménagement du territoire. Et je pense notamment aux territoires les plus en difficulté. Si on n'est pas capable de produire de l'énergie sur ces territoires-là, la suite, vous la connaissez déjà, il n'y aura pas de réindustrialisation, il n'y aura pas d'emploi. Enfin voilà, donc c'est vraiment un sujet majeur pour notre pays. Le mix énergétique, il y a aussi les évolutions qui vont venir qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Évolution technologique, je suis persuadé que dans 10 ans, on parlera différemment de la façon de produire de l'énergie. Donc on fait que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit très très ouvert parce que les évolutions vont vite. Elles sont souvent intéressantes. Donc voilà, moi je le regarde avec beaucoup d'optimisme en tous les cas. Pour en revenir, et j'irai finalement à la question de Madame la Présidente. Madame la Présidente a évoqué avec Alain, nous n'avons que 6 amendements, 5 rédactionnels, donc voilà. Mais un sixième qui est le fruit de ce qu'on a entendu, de l'écoute, que l'on partage sur notamment l'évaluation, l'impact financier du développement de telle ou telle énergie. Vous l'avez entendu comme nous, plutôt ciblé sur les énergies renouvelables. Nous déposerons un amendement cet après-midi qui propose de rattacher à l'article 25B l'analyse, l'impact financier, mais globalement sur toutes les formes de production d'énergie. Enfin, j'insiste là-dessus.
D'abord, ça va apporter, ça va objectiver, je pense, le raisonnement de cette question-là. Et puis, ça va nous éclairer. Donc, il en restera au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent, de prendre en charge. Je souhaite vraiment que tout cela soit voté cet après-midi et cette nuit, puisqu'on est parti pour plusieurs heures de débat en séance. Voilà, qu'on arrive à ce consensus qui servira, j'en suis sûr, notre pays. Voilà, je vous remercie et puis à vos questions. Si vous me permettez, je vais juste rajouter, parce que vous l'avez, j'espère que vous y avez fait attention, dans le texte qui est sorti de la commission, dans l'article 5, on a aussi donc réintroduit un amendement qui avait été donc dans la lecture ici au Sénat, qui est porté par Didier Mandelli et Jean-François Longeot, nos deux collègues de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Jean-François Longeot en étant le président, et qui vise à faire en sorte qu'on fixe un cap énergétique donc sur toutes les énergies renouvelables, mais également au fait qu'en matière de projets éoliens terrestres, la priorité soit donnée au renouvellement des installations existantes plutôt qu'aux implantations nouvelles, et cela en tenant compte également d'une programmation, d'une planification territoriale. Je crois que c'était important de le rappeler. Alors ça a été voté, ça a été déjà introduit dans le texte de la commission. C'est la raison pour laquelle, par rapport à l'amendement dont vous a parlé Patrick Chauvet, qui est un amendement nouveau en tout cas, qui sera débattu aujourd'hui en séance et qui va être présenté à la commission des affaires économiques à 13h30 sur la question des énergies renouvelables. Donc il y a aussi cette réintroduction de ce sous-amendement sur priorité au renouvellement d'implantations existantes pour l'éolien terrestre. Il y avait déjà aussi quelque chose qui concernait l'éolien offshore, en tout cas sur l'évaluation et le coût financier, et tenant compte également de la planification territoriale. Donc c'est aussi la prise en considération d'un certain nombre de territoires au regard, que ce soit des élus locaux ou de nos concitoyens, au regard des implantations des éoliennes terrestres plus particulièrement. Voilà. Bonjour, Arthur Nazareth, Politico. Est-ce qu'on peut dire que les deux amendements dont vous venez de parler, c'est peu ou prou une réponse aussi à la tribune Retailleau-Aubert? Et aussi, et l'autre question qui est le pendant, pourquoi ne pas avoir repris l'idée de moratoire de Nury, qui est un LR? Je vous l'ai expliqué, c'est la règle de l'entonnoir. C'est exclusivement ça? C'est pas exclusivement ça, mais c'est obligatoirement ça. Parce que là, si vous aviez eu le choix, vous l'auriez pas mis le moratoire. Il n'était pas initialement dans votre PPL. Non, on n'est pas pour le moratoire. Non, clairement. Et la tribune ne parle pas de moratoire. Non. La tribune ne parle pas de moratoire. Non. Sur, il y avait déjà dans le PPL une évaluation qui concernait les projets d'éolien en mer. Voilà. Et c'est vrai que, comme l'a dit Patrick Chauvet, nous avons souhaité que cette évaluation elle soit plus large et qu'elle prenne en compte qu'elle mesure le coût de l'impact financier de la transition énergétique dans son ensemble. Donc ça inclut bien évidemment les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire, donc avec un double point de vue. C'est d'une part les prix des énergies et d'autre part c'est le coût pour nos finances publiques. N'oublions pas d'où on part. On part aujourd'hui avec un texte où la dernière PPE dit fermeture de 14 réacteurs. Et que la colonne vertébrale de ce texte est bien de relancer la politique du nucléaire en France. Puisqu'on passe d'un cap où on arrêtait la politique nucléaire à un cap où on relance la politique nucléaire. Tout ça, ça va pas se faire en claquant dans les doigts. Et on sait qu'au mieux, si EDF est en capacité d'être dans les temps et les délais de cette relance, qu'on n'injectera pas avant 18 à 20 ans. Et on ne peut pas, d'un autre côté, avoir dans un pays comme la France
une situation où on a besoin d'électrifier les usages et d'être dans une situation de non-capacité pendant cette période de produire plus d'énergie. Donc le texte, il était très équilibré. Cette vision qui permet effectivement d'industrialiser et de donner une capacité à notre pays sur cette énergie pilotable. Et puis aussi, on est dans les conséquences des choix du passé. Et n'oublions pas qu'on a aussi cette obligation sociétale sur la neutralité carbone, sur le dossier du climat qui est aussi un point majeur. Une question en ligne de Marianne Hainaut pour TF1, plus précisément pour Alain Cadec. Vous dites que la seule énergie pilotable est l'énergie nucléaire. Pourtant, en cas de surplus de production et de baisse de la demande, RTE peut demander à des unités ENR de réduire ou d'arrêter leur production. Contrairement aux centrales, les ENR peuvent s'arrêter rapidement. Elles sont donc un atout pour piloter le système électrique. Qu'en dites-vous ? Merci. Elles peuvent s'arrêter aussi quand il n'y a pas de vent, par exemple, s'agissant des éoliennes. Donc elles sont très difficilement pilotables. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Hein. Et la seule énergie vraiment pilotable aujourd'hui, décarbonée, à ma connaissance, c'est l'énergie nucléaire. Il y a l'hydroélectricité aussi, en effet, mais qui représente une petite part de l'énergie produite. En effet, il y aurait l'hydrolien aussi également. L'hydrolien, ça marcherait, l'hydrolien. Il suffirait d'avoir un annuaire démarré pour savoir combien on produit à tel moment. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait au point. Cela étant, que ce soit le photovoltaïque ou l'éolien, aujourd'hui, c'est évidemment pas pilotable. Ça, on le sait bien. Et à des moments, on produit beaucoup avec les éoliennes ou avec le photovoltaïque, et à d'autres moments où on en a besoin, c'est moins le cas. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus. Je rajouterai que dans l'article 3, bien évidemment, par rapport à ce qu'il était dans la proposition de loi et ce qu'il est devenu à l'Assemblée nationale, et ce sur quoi, à la fois, je vous l'ai dit, le rapporteur Antoine Armand et l'auteur de la PPL, Daniel Grémillet, ont travaillé ensemble pour arriver à une adoption qui soit la plus conforme aux deux assemblées. Et je rappelle bien que figure, à travers les objectifs qui sont mentionnés dans l'article 3, la volonté, dans la programmation, de faire un mix énergétique aux 2/3 nucléaire d'ici 2030 et majoritairement nucléaire d'ici 2050. Et c'était vraiment ce qui a été l'ADN même de la proposition de loi donc voulue par Daniel Grémillet. Et à l'époque, je me rappelle très bien en avoir discuté avec notre président de groupe, avec Bruno Retailleau, qui insistait lourdement là-dessus, et ce à quoi, bien évidemment, nous étions complètement d'accord. Bonjour. Juste s'il le fallait un argument de plus pour un mix énergétique, c'est qu'il y a deux temps, vous l'avez bien compris, Daniel l'a dit, le nucléaire, finalement on a besoin des renouvelables sur un temps donné parce que on est plus réactif, ça va plus vite. Moi je suis sénateur de la Seine-Maritime, il y a l'EPR de Panly qui démarre son chantier. On n'a pas de date de production aujourd'hui, hein, donc voilà, ça plaide aussi en matière d'un équilibre entre les deux types ou les plusieurs types. Et moi, je voudrais vous rappeler, Alain l'avait zappé, mais l'hydroélectricité qui est très ancienne, c'est peut-être, s'il fallait qualifier l'une ou l'autre, la meilleure de nos types de production, mais elle a ses limites en termes de quantité. Voilà. Oui, bonjour, Nazim Tandjaoui de Contexte. J'ai plusieurs questions. Alors, une première assez technique sur la CMP. Est-ce qu'elle sera bien convoquée du coup par le président Gérard Larcher et Yael Bonne-Privé, ou est-ce que c'est le gouvernement qui va la convoquer? Est-ce que vous avez l'assurance finalement que la CMP va être convoquée? La CMP, a priori, c'est toujours le gouvernement qui convoque une CMP. Aujourd'hui, à partir du moment où nous avons l'assurance de l'inscription de la proposition de loi en seconde lecture à l'Assemblée nationale, et elle m'a été confirmée la semaine dernière, donc les 22 et 23 septembre, c'est acté dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc, théoriquement, s'ensuit une CMP. Après, il interviendra simplement une question de fixer nos agendas respectifs en fonction des travaux des commissions des affaires économiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais voilà, donc on l'a programmé à peu près aux alentours de la mi-octobre. Je peux rajouter quelque chose en espérant vivement que le gouvernement ne décide pas
de mettre en place la PPE par décret, avant. Ça a été aussi une ligne rouge, hein, et je crois qu'on va continuer à insister auprès du gouvernement et auprès du ministre de l'Énergie pour bien dire qu'il faut que le texte arrive à son terme de son cheminement législatif avant que ne soit publié le décret sur la PPE. Ça faisait partie de nos lignes rouges. Et je crois que Daniel Gremillet, qui a en permanence des contacts avec le cabinet du Premier ministre, avec le ministre de l'Énergie, avec l'homologue donc à l'Assemblée nationale, ne cesse de le rappeler, hein, Daniel. Oui, il faut être clair. Comme ça a été très bien dit par Dominique et Alain, tout décret et les débats qu'on a vus à l'Assemblée nationale confirment effectivement ce que je vais dire. Tout décret sans une assise législative rend très fragile, bien sûr. Donc voilà, je le dis parce que l'enjeu énergétique a pris une proportion et une dimension internationale, qu'on le veuille ou non, qui fait qu'effectivement le Parlement, et comme l'a dit Dominique, je suis persuadé qu'il y aura une commission mixte paritaire. Voilà. Je peux vous confirmer effectivement cela, comme l'a dit. Très bien. Et j'ai encore 2 questions. En commission, le rapporteur pour avis Didier Mandelli plaidait pour une accélération de l'éolien en mer, avec notamment le fait de lancer, je vois votre geste de la main, lancer la O10 avant que la PPE ne soit publiée. Finalement, ce n'apparaît pas dans le texte, ni dans les amendements. Qu'est-ce qui a été décidé par vous-même, les rapporteurs, et par la commission, voilà. Et sur le financement, donc j'ai bien compris qu'effectivement le financement des ENR est un sujet de PLF. Cela étant dit, dans votre PPL, il y a quand même l'objectif de 200 TWh d'énergie renouvelable à terme. Aujourd'hui, on est à 146. Est-ce que vous estimez qu'un arrêt de soutien aux ENR permet un développement aussi important des renouvelables? Merci. Ça, c'est pas à la PPL de le dire. Je sais pas ce que vous... Rapproche-toi parce que je suis pas sûr qu'on t'entende là. Ah, pardon. C'est pas comme vous l'avez dit vous-même, c'est pas comme je le dis tout à l'heure, c'est pas la PPL de le dire aujourd'hui. Après, on verra au moment du projet de loi de finances ce qu'on souhaite financer et ce qu'on souhaite ne pas financer, mais aussi ce qu'on peut financer et ce qu'on ne peut pas financer. Parce qu'il y aura les deux éléments, compte tenu de la nature du PLF. Et vous savez que le ministre le ministre des Finances est en train de chercher 40 milliards. Alors, il faudra faire des choix. Donc, nous, on espère simplement que les choix seront faits vers les énergies que nous promouvons. Je vais me permettre de revenir sur l'amendement que nous avons évoqué tout à l'heure avec l'analyse de l'impact financier, et je le dis et redis, de toutes les formes de production d'énergie. Si on veut avoir un peu d'objectivité, parce que si on cible qu'une seule forme de production d'énergie, je pense que c'est un peu délicat en termes de raisonnement au bout du bout. C'est important, d'abord on l'a entendu, on le reconnaît, et c'est pour ça qu'on propose cet amendement-là. C'est évidemment important parce qu'il y a plein d'inconnus, mais ont été stigmatisées un peu les énergies renouvelables sur un coût final de l'électricité. Il faut en faire l'analyse. Il faut faire celle aussi du nucléaire, un programme ambitieux comme celui qui est porté par cette loi-là. Il a un coût, il faut que les coûts soient maîtrisés, il y a des délais, et donc du coup il y a une conséquence au bout sur le coût. Et puis pour revenir à l'intérêt d'un mix sur le nucléaire, il y a aussi des questions qui vont se poser notamment au refroidissement des centrales liées au réchauffement climatique qu'on connaît. Donc voilà, quand je parlais de pragmatisme, ça va jusque-là. Mais je voulais réinsister que l'évaluation de l'impact financier, il doit être fait sur toutes les formes de production. Et puis ça permettra, voilà, je pense que c'est de la sagesse. Mais la pire des choses, ça serait de ne rien faire. Si l'on ne fait rien en matière d'énergie, ne parlons plus de souveraineté quelle qu'elle soit, puisque c'est quand même le nerf de la guerre pour l'avenir de ce pays. Donc voilà, moi je souhaite, je le renouvelle une fois de plus, que ce texte qui apporte un chemin puisse être voté ce jour. Bonjour, Paul Messat pour le Média Green Univers. Ma première question est la même que celle de mon collègue par rapport à l'amendement de monsieur Mandelli sur cet appel d'offres, 10e période d'appel d'offres pour l'éolien en mer. J'en ai une autre relative au développement des énergies renouvelables. On est donc à 200 TWh dans ce texte. Votre collègue Louot propose 180 ou 170.
est-ce que ces amendements-là ont une chance d'aboutir? Et ma troisième question, je l'ai oubliée. Voilà. Sur là encore, la trajectoire. La trajectoire qui a été entérinée, et comme ça a été très bien dit par notre présidente, et l'article 3, quelque part, qui a été voté à l'Assemblée nationale, est quasiment identique à celui voté en première lecture au Sénat. Ce qui était important, c'était le 27 gigawatts. Il y a un accord des deux assemblées. Sur la partie des 200. N'oublions pas qu'à l'intérieur, et tout le monde fait un coup de projecteur uniquement sur l'éolien et le photovoltaïque, mais à l'intérieur, il y a l'hydro. Et n'oubliez pas, je le parle sous le contrôle de ma présidente de la Commission des affaires économiques, que le Sénat avait dans sa première lecture mis un article pour sortir du piège dans lequel on est sur l'hydro avec le contentieux avec Bruxelles, que là encore, nous avons entendu ce qui a été dit à l'Assemblée nationale dans les débats, puisque l'Assemblée étant en commission, qu'ensuite en séance a souhaité le supprimer. Le Sénat, au niveau de la Commission des affaires économiques, a mis en place une commission d'information et je remercie, je le dis en associant mon collègue Patrick, puisqu'il en fait partie, avec d'autres collègues, et je remercie Alexis Simon qui nous accompagne. On a quasiment terminé et on rendra nos conclusions dès la rentrée. Et c'est pas neutre, parce que si nous sortons du contentieux rapidement avec Bruxelles, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire politiquement si la France sait être forte. Parce que les autres pays de l'Union européenne, on est les seuls aujourd'hui à ne pas en être sortis. Donc là, il faudra faire preuve d'une volonté politique. Et bien, dès lors qu'on en sort, on sait tous qu'on a une capacité d'augmentation immédiate à travers les steppes et puis de travaux avec, par certains barrages, pas forcément des nouveaux, mais pour certains, ce qui, dans nos travaux, mais je ne veux pas anticiper les conclusions de la mission d'information, c'est qu'on aura des capacités de stockage supplémentaires. Donc je dis cela. Puis il y a un deuxième point par rapport à la remarque, à la question sur les énergies. N'oubliez pas qu'on veut réindustrialiser la France et qu'à un moment donné, en matière énergétique, y compris en renouvelable, mais pas que, il est important que l'économie française, le monde industriel français, soit en capacité aussi, ou européen, soit en capacité de produire sur notre territoire les biens nécessaires à ces productions. Donc il y a la phase de l'expérimentation, il y a la phase de développement, mais lorsqu'on est en phase de croissance, c'est plus aux deniers publics d'accompagner l'investissement, c'est la partie industrielle qui doit être en capacité d'être dans le tempo du coût supportable, et d'où l'importance de ce qui a présenté l'amendement de nos rapporteurs dans cet article qui sera débattu en séance tout à l'heure, parce qu'il va donner, là encore, une vision budgétaire sur non pas une, mais l'ensemble des domaines énergétiques. Et ce n'est pas neutre pour le futur. Je vous rappelle que cette loi, c'est une loi quinquennale. Et que cette loi quinquennale, qu'est-ce que font nos rapporteurs en faisant cela? Ils préparent déjà le futur. Et de dire que pour le futur, il y aura nécessité que le gouvernement en place, et dans les futurs débats que nous aurons, cette capacité à alimenter les parlementaires de toutes ces données pour que ceux-ci puissent débattre et prendre leurs décisions. Deux questions en ligne. L'une d'Amélie Laurin pour Les Échos. Quand sera publié le décret PPE après la CMP? Et une question d'Arnaud Garrigue pour la Gazette des Communes. La filière des ENR représente 150 000 emplois et selon le ministre de l'Énergie, une part importante des nouvelles activités industrielles créées en France se trouve dans les ENR. Que répondez-vous aux inquiétudes de cette filière et de ses salariés? Merci. Je vais répondre à la première sur quand sera publié le décret PPE. Je crois qu'on a été très clair. Nous souhaitons que donc, le texte de loi arrive à son terme de sa procédure législative. Donc, ça sera 22-23 septembre à l'Assemblée nationale. Puis, il y aura la CMP, je vous l'ai dit, mi-octobre. Et donc, que le décret de la PPE soit publié après donc, la procédure législative. Je vous rappelle aussi que le ministre de l'Industrie, qui a répondu il y a, ce n'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, à une question d'actualité au gouvernement, a été beaucoup plus prudent sur la publication du décret sur la PPE, puisqu'on avait pu lire dans la presse précédemment
que le décret sur la PPE pouvait être publié dans le courant de l'été. Hein, il avait même prononcé donc publié dans le courant de l'été, ce qui voulait dire qu'à ce moment-là, le cheminement législatif de la PPL n'aurait pas été achevé. Et quand il a répondu à une question d'actualité ici même au Sénat, il a été plus prudent et il a parlé directement d'une publication à la fin de l'été, ce qui correspond peu ou prou à ce qui va se passer au niveau de l'agenda parlementaire. Sur la deuxième question, je laisse mes collègues répondre, peut-être Patrick. Oui, merci. Sur la deuxième question, oui, effectivement. Derrière, il faut regarder la réalité. C'est pour ça l'intérêt de la loi de tracer un chemin. Il y a eu la loi énergie-climat, la loi APER, où on met un cadre. Et on a des renoncements aussitôt, on fait des allers-retours. Mettez-vous à la place des investisseurs. Mettez-vous simplement à la place des femmes et des hommes qui en vivent tous les jours. Les messages que l'on envoie parfois sont vraiment destructeurs et humainement, je pense qu'on peut le comprendre. Moi, je suis sénateur de la Seine-Maritime, je vous ai évoqué le prochain EPR de Penly, mais en même temps, il y a plus de 1000 emplois au Havre sur l'éolien en mer. Je voudrais aussi rappeler que les collectivités territoriales, les communes se sont engagées dans la transition énergétique avec parfois une vraie volonté de servir, de produire avec les infrastructures communales, de pouvoir produire de l'énergie. Donc voilà, je pense que la sagesse, c'est d'être un peu cohérent sur du moyen long terme, et que cette loi-là le permet. Mais oui, effectivement, la question des énergies renouvelables, il y a un côté qui inquiète certains, et on peut le comprendre. Il y a un côté très positif, c'est aussi des milliers d'emplois qui sont concernés par cette filière-là. Bonjour, François Vignal, publicsena.fr. J'avais une question aux deux rapporteurs. Monsieur Chauvet, vous disiez tout à l'heure que sur l'impact financier, il faut bien observer cet impact sur toutes les formes de production d'énergie, y compris nucléaire, et qu'il serait délicat de viser une énergie en particulier. Est-ce que, Monsieur Cadec, vous êtes parfaitement aligné sur ça? Parce que je vous sens moins insister sur cette dimension-là. C'est pas le titre que rapporte M. Cadec, tout simplement. Oui, peut-être, ou ils sont complémentaires, je ne sais pas. Et j'ai une deuxième question plus politique pour les LR ici présents. En fait, quelle est la ligne des LR sur les énergies renouvelables? Est-ce qu'il faut écouter les LR de l'Assemblée, les LR du Sénat, le président du parti? Voilà, quel numéro de téléphone sur l'éolien chez les LR? Je vais vous donner ma carte, et vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Et je vous dirai, non, plaisanterie mise à part, la position des LR, elle est très claire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de contradiction entre la tribune produite par François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau et Julien Aubert et la PPL. C'est l'augmentation du nucléaire, c'est-à-dire l'accélération du nucléaire. C'est très clair, mais je crois qu'au LR, on a toujours été très clair là-dessus. Je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qui nous a... Voilà, c'est 2/3 du mix énergétique 2030, majoritairement nucléaire d'ici 2050. Et ça, c'est clair. Oui. C'est clair. Oui. Majoritairement nucléaire. Par ailleurs, excusez-moi, la PPL qui sera votée ce soir, tard dans la nuit, ce ne sera pas la PPL des LR, ce sera la PPL du Sénat. Voilà, et je pense que c'est important. Voilà, retrouver sa question. J'ai retrouvé ma question. C'est sur les flexibilités. Je voulais vous demander quelles étaient les mesures sur la flexibilité qui étaient inscrites dans votre texte, notamment sur le décalage des usages, par exemple. Et la deuxième, c'est une précision de M. Grémy à ce que vous avez dit. Je n'arrive pas à comprendre si cette histoire de 10e appel d'offres faisait partie, par exemple, de cette question de l'entonnoir, et donc vous ne pouviez pas en discuter pour cette raison-ci, ou si vous vous opposez à la 10e période de l'appel d'offres pour l'éolien offshore. Parce qu'il me semble que c'était un peu la question de mon collègue de contexte. Vas-y. Voilà. Tu peux répondre, Daniel. Non, mais il n'y a pas non, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. On n'est pas. Enfin, je crois qu'on s'est vraiment mal compris là-dessus. Il y a pas. C'est pas le sujet. Hein. J'arrive pas à comprendre votre question par rapport à l'appel d'offres. Hein. Parce qu'il y avait un amendement d'un de vos collègues, oui. Dont l'amendement c'était écrit qu'il était satisfait ou sans objet, et en fait on ne comprend pas pourquoi. Et moi je me demande si c'est du fait de cette situation avec l'expression sur l'entonnoir là, ou s'il y a une autre raison qui a justifié que cet amendement sur le 10e appel d'offres ne soit pas passé en examen en commission. C'est ça ma question de fond en fait. En réalité. Non,
faut être clair, la règle de l'entonnoir, elle est terrible. Et effectivement, je remercie notre présidente de l'avoir évoquée, elle est terrible, y compris pour nos rapporteurs, y compris pour les dépositaires, puisqu'elle s'impose à nous et ne donne aucune marge de manœuvre. Et c'est pour ça que le vote négatif, le rejet à l'Assemblée nationale, met la deuxième lecture dans un contexte très différent. D'où l'importance du rôle qu'avec Antoine Armand, on peut jouer, c'est d'essayer, et c'est pour ça que je remercie, je ne le dis pas pour leur faire plaisir, vraiment les deux rapporteurs du Sénat, qui ont vraiment intégré l'écoute du débat parlementaire, tant au niveau de la Commission des affaires économiques du Sénat, tant au niveau de la première lecture du Sénat, mais aussi d'intégrer les discussions qu'il y a pu y avoir au niveau de l'Assemblée nationale, dans la mesure du champ du possible, avec la fameuse règle de l'entonnoir. Et la règle de l'entonnoir, on l'a vu, certains collègues la découvrent, hein, d'ailleurs. Oui, parce que je vous l'ai dit, on n'est pratiquement plus habitué, compte tenu qu'on a beaucoup de textes maintenant. Je ne veux pas être méchant, mais tout est en urgence dans ce pays, et soudainement, le seul dossier qui est pourtant important pour la France, l'énergie, je m'amuse un peu, mais je le pense quand même fortement, c'est le dossier énergétique qui n'a pas pris le chemin, effectivement, parce que si nous avions eu la règle pratiquement de tous les autres textes, nous serions peut-être en CMP. Non, mais je dis ça par rapport... C'est ce que nous avions demandé. Ouais. C'est ce que nous avions demandé à la suite du vote du mois d'octobre. Nous avions demandé une procédure accélérée au gouvernement, qui l'a refusée. C'est pour ça qu'on revient. Mais ça, il faudrait leur demander. Ah oui, mais là, oui. Mais c'est vrai que nous sommes obligés de faire vraiment pédagogie, beaucoup de pédagogie, parce que même nos collègues, sans leur faire offense, ne sont plus habitués à cela. Et eux-mêmes ont du mal à comprendre qu'ils ne peuvent pas introduire de sujets nouveaux, que le texte dont on repart, c'est celui du Sénat, que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, c'est uniquement les dispositions qui donc doivent porter de sujets éventuellement en lien direct, mais même pas indirect, avec le texte, et donc qu'il y a des choses qui ont été mises à l'Assemblée nationale qui ne nous ont pas été transférées du fait du rejet du texte, et qui donc ne peuvent pas figurer dans le texte et ne peuvent pas être débattues en séance, ou reçoivent des avis irrecevables pour les amendements qui ont été déposés par un certain nombre de nos collègues. Et je vais prendre un exemple, là encore, pas neutre, mais le débat qu'on aurait pu souhaiter avoir au Sénat sur la réouverture de Fessenheim. On n'a même pas le plaisir d'expliquer que c'est un pur mensonge. Non, mais je donne cet exemple pour montrer la règle de l'entonnoir, alors qu'on ne serait pas privé d'expliquer, parce que c'est pas faute d'avoir travaillé. Je dis ça parce que le texte-là, il n'est pas sorti en 6 mois. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le dossier énergétique. Je remercie Madame la Présidente de l'avoir évoqué. C'est le fruit d'une réflexion. Et je vous rappelle quand même que la case départ dans laquelle se trouvait le Parlement, les deux assemblées, était dans la fermeture, je réinsiste là-dessus, la fermeture de 14 réacteurs et dans le même laps de temps de construire une production énergétique autre que du nucléaire, sachant qu'on était embourbé dans l'hydroélectricité pour compenser les baisses de nucléaire. Donc je dis ça parce que c'est le schéma qui nous a conduit à ce qui s'est passé sur le développement des autres productions énergétiques. Et je rejoins complètement ce qu'a dit Patrick. Le texte a conscience que même si on veut relancer, et la position est commune entre l'Assemblée nationale et le Sénat, des 27 gigawatts, on ne se présentera pas avec une augmentation pas avant 2038, 40, si tout va bien. Je dis si tout va bien, parce que le défi est énorme de relancer quelque chose alors qu'on était... on a construit Flamanville, je le dis ça, sous encore la période des banderoles et des pancartes non nucléaires. Donc le monde est en train de changer avec ce texte-là, s'il va au bout. Sur les flexibilités, là encore, pourquoi la Commission des affaires économiques a souhaité faire cette mission d'information sur l'hydro? La seule énergie, je dis bien la seule, complètement décarbonée, qui est capable, en l'espace de quelques minutes, de passer de 0 à une puissance maximale sur une turbine, c'est l'hydroélectricité. C'est la seule. Donc, et là, on a aujourd'hui un potentiel qui représente 13%. Et lorsqu'on est en période de pointe,
ça peut représenter jusqu'à 27-28% de ce qui est injecté sur le réseau. Donc, et c'est là que ça devient stratégique pour la France. Et dans le texte, nous ambitionnons d'augmenter la capacité de production hydroélectricité sur nos territoires. Et je ne parle pas que de la petite, je parle surtout de ce qui existe. Il faut sortir du piège dans lequel on est au niveau de Bruxelles. Ça coûte trop cher aux Français et ça coûte aussi à l'environnement, parce que l'hydro, je suis désolé, mais là, on coche toutes les cases. Alors sur la flexibilité de la demande, il y a là aussi des objectifs qui sont à l'intérieur du texte. Mais la flexibilité de la demande, elle va être aussi largement dépendante du niveau de réindustrialisation de la France. Il y a des process industriels qui ne peuvent pas rentrer dans un processus, d'où le débat qu'il y a aujourd'hui entre EDF et les électro-intensifs, parce que pour certains, la production et la consommation, elle est 24, c'est H24, H24. Donc voilà, donc la flexibilité, il y a des métiers qui peuvent rentrer dans ce cœur, et il y a d'autres métiers qui ne peuvent pas le rentrer. Puis il y aura le débat plus citoyen des heures creuses. Les heures creuses, effectivement, qui sera un vrai sujet. Est-ce qu'elles seront toujours nocturnes ou elles seront au moment de la cloche solaire? Peut-être, sachant que la cloche solaire, n'oublions pas qu'on est en France et que la cloche solaire n'a pas le même impact en été qu'en hiver. Et qu'en hiver, et je parle en connaissance de cause, je le dis toujours à mes amis, moi je suis dans les Vosges, je suis un des pionniers du photovoltaïque, je peux vous en parler. Au mois de décembre, ça produit quand même pas beaucoup, même en plein après-midi. Et la journée est courte, le jour est court. Donc voilà, il faut intégrer tout ça dans toutes ces dimensions. Mais la plus grosse dimension, c'est la dimension industrielle. N'oublions pas que nous avons besoin de réindustrialiser la France. On le voit bien à l'heure actuelle, la situation, les questionnements d'un certain nombre d'entreprises, des contrats qui ne sont pas passés, des bons de commande, des constructions qui ne se font pas parce qu'on n'a pas de vision énergétique. Le volume et du pilotable, donc la certitude d'avoir de l'énergie. On n'est pas si loin de la période où on discutait de savoir comment on allait passer l'hiver. Comment voulez-vous qu'un industriel investisse dans un pays, sachant qu'il y a quelques années, ce n'est pas des dizaines d'années, on se posait la question, comment on va passer l'hiver? Qui je vais délester en premier? Vous ne pouvez pas faire un développement industriel avec autant d'interrogations. Une dernière question en ligne avant une dernière question dans la salle. Toujours en complément sur l'entonnoir, question d'Arnaud Garrigue de la Gazette des communes. Il y a la règle de l'entonnoir au Sénat. Est-ce qu'il y aura aussi une particularité dans l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale? Auront-ils plus de liberté que vous, les députés? Merci. Je regarde avec attention notre chef de secrétariat de la Commission des affaires économiques, qui est le gardien du temple, si j'ose dire, et qui hoche de la tête en disant oui, il y aura la règle de l'entonnoir qui s'appliquera de la même façon à l'Assemblée nationale, et ils n'auront pas plus de liberté de manœuvre que nous. Perrine Moutarde du Monde, cette évaluation du coût de la transition, vous souhaiteriez qu'il soit réalisé par qui et à quelle échéance? La bonne question. Une question qu'on a évoquée. Ça faisait partie de nos réflexions. Oui. Voilà, c'est assez simple. C'est le rôle des gouvernants. Oui, c'est au gouvernement d'en faire l'impact. C'est pas à la loi de flécher directement cette question-là. C'est au gouvernement. Je voudrais revenir parce que on entend dans les questions aussi aujourd'hui qu'on a trop d'électricité à telle heure, on produit tout. Il y a 4 ans, sous couvert de Covid et de corrosion sous contrainte, on s'est fait très peur. Personne aujourd'hui n'est capable d'imaginer quel sera le contexte de la production d'énergie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour ça, c'est pour réinsister sur vraiment le besoin de cette loi pour l'avenir du pays. C'est fini? C'est bon. Eh bien, écoutez, oui, pardon. Si les deux chambres... Attendez. Arthur Navarrete, donc toujours de Politico. 2 questions toutes bêtes, mais si les 2 chambres votent la même version de la deuxième lecture, conforme. Est-ce qu'il y a quand même une CMP? Ah bah non. D'accord. Si c'est un vote conforme, il y aura pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même important, puisque vous avez fait un gros travail de
de cadrage de votre texte pour qu'il ressemble quand même pas mal ou qu'il soit pas mal compatible On l'a avec fait celui de surtout l'Assemblée. sur les articles 3 et 5. Oui, qui vous sont êtes... les principaux articles. Donc du coup, il y a une chance que ça aboutisse avant la CMP ou vous y Quand pensez vous pas suivez trop? assez bien les débats qui se passent à l'Assemblée nationale. C'est moins tenu qu'ici. C'était un peu mon autre question qui est très simple. Vous avez une idée de l'heure de fin du débat? Ce sera dans la nuit? C'est Je juste crois pour qu'au nos... total, on doit avoir à peu près 170 amendements. 170 amendements. Voilà. Donc, et je crois qu'il y a aussi 2 heures, 3 heures. une Du motion matin qui est Oui. présentée avant de la part du groupe écologiste. Donc la discussion générale, l'examen de la motion, discussion générale, les amendements au nombre de 170 qui vont quand même faire discuter, donc on pense terminer dans la nuit. De toute façon, on n'a pas le choix, puisque Oui. demain, l'ordre du jour est déjà occupé par d'autres textes de loi, et donc on a une fin de session extraordinaire extrêmement nuit sera chargée. courte. J'ai une dernière toute petite question, mais vu que le Sénat est quand même plus stable que l'Assemblée en termes de bloc et de majorité, Ça vous a pas échappé non plus. je m'en suis rendu compte très récemment seulement. Est-ce que vous pensez qu'en gros, ce qui est sorti de la commission, est-ce que vous allez choisir tout à l'heure à 13h30, ça va être à 90% le texte, ou est-ce qu'il peut y avoir des dingueries, comme disent certains, comme à l'Assemblée, avec Fessenheim, avec le moratoire? Vous Mais en non. avez peut-être repéré d'ailleurs. Mais non, mais Ça les vous sujets obsède le comme moratoire? Fessenheim, Le enfin, moratoire, il n'y a etc. pas de moratoire. Pas que Pas de moi, le moratoire. Non, je sais bien. Non, ce que je veux Donc, dire, ça je parlais pas n'empêchera de... pas les collègues de le prononcer le mot dans l'hémicycle, mais oui, voilà. Donc, Et encore. et Non, je parlais pas du moratoire. Je dis, est-ce que vous vous attendez à d'autres surprises, type moratoire, on fait ça, qui pourraient être votées les amendements, on les connaît aujourd'hui, ils ont été Bon, déposés. Oui, Donc, on va les analyser, on va les présenter, les rapporteurs vont donner leur avis les sur les collègues les ont amendements déposés. Oui, en c'est commission des affaires économiques. Donc voilà, après c'est des interventions libres qui appartiennent à chacune et à chacun des sénateurs. Mais aujourd'hui, les amendements tels qu'ils ont été déposés, la commission tout à l'heure va déclarer ceux qui sont irrecevables au titre de l'article 40, au titre de l'article 45 de la règle de l'entonnoir, et les rapporteurs donneront leurs avis sur l'ensemble des autres amendements qui ont été déclarés recevables, qui seront les amendements dont on débattra en séance. Et bien évidemment, il y aura un certain nombre de sujets qui très certainement amèneront bon nombre de nos collègues à intervenir, à réagir. Et c'est bien qu'il en soit ainsi, parce qu'on sent aussi que dans notre Assemblée, il y a beaucoup de nos collègues qui sont intéressés légitimement et à juste titre par toutes les questions touchant à l'énergie. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à notre chef de secrétariat, Mathieu Messonnier, et à notre administrateur. Alexis, oui. Merci du fond du cœur, Alexis Simon. Merci Alexis de nous avoir offert le petit déjeuner ce matin. Il nous a payé notre petit déjeuner.